Bonjour à tous. Installez-vous, je vous propose qu'on commence sans tarder cet entretien croisé sur la contribution de l'innovation verte à la planification écologique. Alors j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, et Antoine Pellion, secrétaire général à la planification écologique. Alors vous le savez, le président de la République a mis vraiment la planification écologique au cœur de son second mandat, avec pour objectif d'accélérer la transition écologique en embarquant l'ensemble des ministères d'une part, mais pas seulement, évidemment l'ensemble des citoyens, des collectivités et des entreprises. Alors je vais d'abord me tourner vers toi, Antoine, pour que tu nous expliques ce qu'est la planification écologique déjà, pour commencer. Vous avez 3 heures. Merci beaucoup, Diane. Bonjour à tous. Je suis vraiment très content d'être ici aujourd'hui. Donc, peut-être en quelques mots, et puis on aura l'occasion de revenir dessus et puis d'échanger. La planification écologique telle qu'on la conçoit, c'est vraiment réussir une mobilisation collective de tout le monde, c'est-à-dire non seulement de l'État, mais aussi des entreprises, des collectivités, des citoyens aussi pour leur part, et pour réussir cette transition écologique qui est assez vertigineuse. Et sur les différentes dimensions, si je devais en citer que quelques-unes, il y a bien sûr la baisse des émissions de gaz à effet de serre, ça c'est assez évident. Il y a l'adaptation de notre pays au changement climatique qui est un sujet majeur. Là, on l'a encore vécu cet été, mais on n'a pas attendu l'été pour pouvoir agir. Et donc là, c'est un sujet sur lequel il faut clairement muscler l'action. Il y a bien sûr aussi les sujets de restauration de biodiversité, d'économie circulaire, et on l'étend même jusqu'au sujet de santé-environnement, puisqu'on a des sujets assez majeurs qui sont face à nous. Donc c'est extrêmement vaste. Ce que l'on essaye de faire, encore une fois, c'est pas simplement de faire un énième plan de l'État sur ces sujets-là, parce qu'il en existe de très nombreux. Il y a vraiment une dimension de réussir cette mobilisation collective, et donc du coup, quelque part, de diriger, entre guillemets, sans du tout être top-down, mais en étant assez collaboratif, l'action. Donc pour ça, on décompose le sujet très compliqué en sujets un peu plus simples, en thématiques. Donc de façon très originale, on a repris se déplacer, se loger, se nourrir, consommer, produire, auxquels on ajoute les sujets de préserver nos écosystèmes, puisqu'on a une vision assez large des enjeux de transition. Et derrière, on décline ça en quelques chantiers. Donc on en a une bonne vingtaine au total, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais qui permettent de donner un sens à l'action, de se concentrer sur quelque part des filières. Au final, on va beaucoup retrouver des notions de filières de façon à réussir cette transition. Et donc à chaque fois, on va se poser la question de comment on crée du consensus sur le point de passage 2030-2050, comment concrètement on décline en plan d'action concret. Donc ça, et est-ce que ex ante, on a finalement suffisamment d'ambition si on déroule toutes les actions pour y parvenir. Et puis surtout, on va suivre le résultat en aiguillonnant le cas échéant tout ce qui doit l'être, de façon à ce qu'on fasse ce qu'on a dit qu'on ferait, et donc qu'on délivre très concrètement des résultats sur cette transition. Donc c'est un très vaste programme, et sur lequel, bien sûr, c'est pas que le secrétaire général qui est mobilisé là-dessus. Donc on est auprès de la première ministre, et donc je pense que c'était très important que ça soit elle qui le pilote politiquement, et donc ça c'est vraiment l'ensemble du gouvernement qui est mobilisé. Nous on est à ses côtés, on est une quinzaine, donc petite équipe, et on travaille en étroite collaboration avec tous les ministères, tous les opérateurs, et puis on a vocation à élargir notre cercle, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'autres acteurs. Merci beaucoup Antoine. On voit aujourd'hui réunis à ce Meetup Green Tech voilà, la force de l'entrepreneuriat français au service de l'innovation et au service de cette transition écologique. Comment tu vois le rôle de l'innovation dans la planification écologique? Quels sont les sujets, les thèmes sur lesquels tu penses que l'innovation a un rôle particulier à jouer? Alors, il y a énormément de choses à craquer, entre guillemets, donc là, le champ est vaste. Peut-être, si je distinguerais 3 sujets, et puis on aura l'occasion d'y revenir. Il y a toute une série d'innovations qui sont vraiment en termes d'équipement, de procédés, et donc là, pour le coup, France 2030, qui a été évoqué précédemment dans la table ronde, donne quand même des grandes orientations, des grands axes sur les sujets d'investissement majeurs et d'innovation majeure. Il y a, et là je le souligne quand même du coup, pas que des gros objets, il y a aussi des tout petits objets en matière d'innovation. Je pense notamment à énormément de choses en matière d'agriculture, d'alimentation, etc., qui sont souvent pas des gros objets industriels tels qu'on les imagine, et donc du coup qui méritent, qui sont un gisement énorme d'innovation et d'amélioration. Il y a après tout un segment d'innovation qui est vraiment dans les services, et là, je dirais le champ est vraiment... Alors déjà, il y a énormément de choses qui existent déjà, mais on sent vraiment qu'on peut faire beaucoup plus. Là, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Il y a des sujets de données, d'ouverture de données, des sujets à différentes mailles qui sont assez structurants pour que l'offre de services puisse se déployer pleinement.
Moi, j'ai un peu pour modèle, je trouve que c'est très bien ce qui a été fait. Si je regarde la sphère État, côté numérique en santé, c'est assez inspirant sur les choses qu'on peut faire progresser. Et donc, on va notamment s'appuyer dessus. Et puis après, il y a de l'innovation aussi au niveau des territoires qui est très forte. Alors là, il y a plein de sujets. Ça va des sujets de bonne coordination entre les échelles territoriales, qui sont des sujets pas simples du tout, mais sur lesquels on pourra du coup échanger. Merci beaucoup Antoine. Je me tourne maintenant vers Nicolas. Nicolas, BPI s'est doté il y a 2 ans et demi maintenant d'un plan climat ambitieux. Le premier volet de ce plan climat, c'est le soutien aux offreurs de solutions vertes. Comment tu vois cette innovation au service de la planification écologique et comment BPI accompagne justement ces offreurs de solutions? Effectivement, il y a une trentaine de mois maintenant, on a décidé de métamorphoser complètement la banque en banque du climat. C'est-à-dire non pas créer une nouvelle division qui ferait le sujet vert quand les autres continueraient de travailler comme avant, mais de transformer totalement les process de l'entreprise dans l'ensemble des métiers. Hein, et donc de passer en fait à la fois une éthique et une discipline du résultat écologique dans tous nos métiers. Hein. Donc ça passe par une sorte de score que nous faisons désormais à chaque fois que nous attribuons un crédit ou une aide ou des fonds propres, à quantité de nouveaux produits que nous poussons vers nos clients, dans tous les métiers. Donc les métiers, je les rappelle, hein, c'est la garantie. On garantit les banques françaises sur leurs crédits les plus risqués. C'est du crédit, c'est des fonds propres, c'est du financement de l'innovation, c'est de l'accompagnement avec du conseil et des accélérateurs, c'est de l'accompagnement à la création d'entreprises et c'est du financement de l'innovation. Donc pour répondre à ta question, il y a du vert partout. En fait, il y a du vert partout. Il y en a même dans la garantie export maintenant. Quand on fait, ça s'appelait la COFAS avant. Quand on fait de la garantie export, on se pose ces questions-là. Alors, il y a d'abord des interdictions de plus en plus importantes, évidemment, dont une qui est dans le projet de loi de finances. Mais ça touche également la garantie qu'on fait auprès des banques françaises. Un coiffeur, par exemple, qui reprend un salon de coiffure, il va prendre un crédit à la BNP. Ce crédit va être garanti par nous. Eh bien, le prix de la garantie qu'on facture à ce coiffeur sera d'autant plus faible qu'il aura mis en transition son salon de coiffure. Voilà. Donc ça va très très loin, c'est ça que je veux dire. Alors dans la dimension purement innovatrice, il y a tout le financement de la Green Tech française. Où j'ai envie de dire, on voit 100% du deal flow dans nos 50 agences régionales de BPI France, c'est là où se rendent les entrepreneurs, avec un principe de guichet unique qui fonctionne. Et puis, on leur attribue toute la boîte à outils, c'est-à-dire la première bourse, l'avance remboursable, le prêt à l'innovation, le prêt à l'amorçage, et ensuite le premier capital amorçage, et puis série A, série B jusqu'au growth, le tout pour des montants qui sont maintenant des montants très très importants. D'autant plus importants que depuis janvier 2019, nous avons lancé notre plan Deep Tech, qui est un plan dans lequel on finance massivement l'innovation, au-delà de ce qu'on faisait jusqu'ici, qui était l'innovation digitale. On est passé du monde de Zuckerberg au monde de Elon Musk. Et donc, on finance énormément les green tech. Hein. Pratiquement la moitié du deal flow deep tech financé par BPI France, c'est des green tech. Hein. Donc, ce sont des chercheurs qui sont issus des laboratoires, en fait, hein, de la science française dans toutes les universités. Et une fois sur deux, pratiquement une fois sur deux, la start-up qu'ils souhaitent créer est une start-up qui est une green tech, en fait. Hein. Et donc, avec toutes les innovations que vous voyez au rez-de-chaussée là-haut, mais plus encore. Et certaines d'entre elles vont nous surprendre, certaines d'entre elles vont peut-être même nous sauver, quoi, tout simplement. Hein. Donc on a un principe d'action depuis toujours, depuis l'action de la BPI, qui est que on est très bottom-up. On pense que c'est le terrain qui sait. On n'a jamais été totalement convaincu que seuls des jurys de sachants pouvaient savoir. Hein. Je ne dis pas qu'ils ne savent pas, ils savent aussi. Mais ils savent dans des catégories différentes. Donc il faut les deux. La beauté de France 2030, c'est qu'il a été clairement décidé qu'il y aurait 50-50. 50 de bottom-up et 50 de top-down. Donc en bottom-up, on reçoit tous les projets, on les juge, on les finance, et en top-down, on est opérateur de France 2030 sur toutes les verticales. Pratiquement, enfin sur 80% des verticales de France 2030, et dans ces verticales, il y en a quantité que nous co-instruisons avec l'ADEME et qui sont des verticales de la transition énergétique, climatique, de la biodiversité, de la nouvelle agritech, de la foodtech, etc. Donc, quantité de choses. Et alors, Nicolas, tu parles souvent du risque que fait peser une transition désordonnée, une transition écologique désordonnée sur les entreprises françaises, notamment sur les PME, sur les ETI. Nous, on travaille sur des feuilles de route de décarbonation pour les secteurs les plus émetteurs, pour leur permettre
eux-mêmes d'élaborer ce plan de transition ordonné, éviter que les grands donneurs d'ordre ne mettent toute la pression sur leurs sous-traitants et les abandonnent un peu face à tous ces nouveaux enjeux. Comment, tu vois, la contribution, c'est un peu le pilier 2 du plan climat de BPI sur le fait de mettre en transition toutes les entreprises du portefeuille. Comment tu vois donc la contribution de ce plan climat de BPI à la planification écologique et toi aussi, qu'est-ce que tu attends de la part de la planification écologique pour justement éviter cette transition désordonnée qui est un peu celle qu'on voit aujourd'hui? Je pense qu'on a un besoin impératif de planification consensuelle qui permette d'aligner les acteurs, mais y compris les acteurs européens, et en particulier du Parlement européen. On a un exemple avec le secteur de l'automobile, une transition totalement désordonnée et porteuse de risques potentiellement catastrophiques pour l'ensemble de la filière, et par conséquent les emplois qui sont dessous. On en a beaucoup parlé cette semaine avec le salon de l'auto. Quand Fit for 55 a été décidé il y a maintenant 4 ans, l'étude d'impact de Fit for 55 sur le secteur automobile n'a pas été faite. Donc ensuite tout ça nous a amené à l'interdiction du moteur thermique en 2035, donc c'est très bien peut-être, mais toutes les conséquences en cascade sur les moyens puis les petits n'ont pas été mesurées. Donc maintenant il faut le faire. Donc c'est ce que j'appelle l'emballement, ça s'emballe. Et je pense qu'en fait, donc moi, il y a un moment où il faut que le patron d'une institution se fasse sa religion. Ma religion, c'est que ça va s'emballer partout. Et ça va s'emballer de manière chevelue, de manière désordonnée. Il y aura de très gros efforts de planification qui vont être faits, fort heureusement. Mais il y aura quand même un contexte assez global normalement. Et donc il y a urgence absolue de faire un porte-à-porte de masse des PME pour les préparer. De manière à ce qu'elles restent dans le panel des grands donneurs d'ordre. Et elles ne resteront dans le panel des grands donneurs d'ordre que si, dans le scope 3 des grands donneurs d'ordre, elles sont considérées comme acceptables et honorables. Et pour qu'elles restent dans le scope 3 propre des grands donneurs d'ordre, il faut qu'elles se mettent en transition tout de suite. Donc la mission de BPI France, c'est de mettre en transition 20 000 entreprises françaises, j'ai envie de vous dire, le plus vite possible. On a déjà mis en transition à peu près 2000. On fait ça avec des études d'impact, des diagnostics, des bilans carbone, enfin toutes sortes de choses qu'on a montées avec l'ADEME. Et quand je dis porte-à-porte de masse, je veux très clairement dire que pour les PME et pour les ETI, c'est physique. C'est vraiment dans la cuisine de l'entrepreneur, un par un. Ça ne va pas se faire par des slides ou par des emails, ou par des vidéos ou par des LinkedIn. C'est physique. Alors voilà, donc on a besoin d'un peu de sous pour faire ça. C'est tout petit à l'échelle des montants qu'on voit manipuler un peu partout, et évidemment à l'échelle du risque massif qui est porté par la société au total. C'est quelques dizaines de millions d'euros pour faire ça par an. Donc on a démarré. On a démarré quoi qu'il arrive. Diane le sait bien puisqu'il est au conseil d'administration de la BPI. Et ça marche. C'est-à-dire que, par exemple, on fait des prêts qui s'appellent les prêts verts. Les prêts verts sont des prêts sans garantie sur un assez long terme avec 2 à 3 ans de différé de remboursement. Un taux qui est pas forcément ultra compétitif, mais enfin qui est correct. Mais il n'y a surtout pas de garantie. On ne prend pas de garantie sur le patrimoine de l'entrepreneur ni sur l'entreprise. Mais on accorde le prêt vert que si l'entreprise fait ce qu'on appelle un diagnostic de flux. De flux d'eau, de déchets, d'électricité, de fuel, de gaz, d'énergie. Eh bien, on a aujourd'hui fait à peu près 2 milliards d'euros de prêts verts, ce qui nous a permis de faire, à vue de nez, 900 à 1000 diagnostics dits écoflux, qui ont mis donc en transition 1000 PME. Et une fois que la PME est mise en transition, ça roule. La boule de neige monte, l'entrepreneur ne s'arrête plus, ne revient plus en arrière. Et les gains sont très forts. C'est-à-dire que vous économisez 20% de votre électricité, 17% de votre eau, tout ça est maintenant statistisé sur des échantillons importants. Alors qu'un diag écoflux, ça coûte combien? Ça coûte 40 000 euros. Donc c'est totalement dérisoire. En fait, il y a énormément comme on dit en anglais, de low-hanging fruits, de fruits faciles à cueillir. Faut-il encore aller voir chacun des entreprises? Il ne faut jamais oublier que le patron de PME, il est tout seul. Absolument seul. Il est dans sa vie quotidienne, absolument le nez dans le guidon, il a 1000 choses à faire, il est paniqué par la crise de l'électricité. Quand on lui dit, quand ses enfants lui disent, papa ou maman, qu'est-ce que tu fais pour la planète? Il dit, je ne demande pas mieux, mais donne-moi le 06 de la personne qui va m'aider lundi matin. Et on dit, c'est la BPI. Voilà. Non, mais on essaie d'être simple, d'être pragmatique. Voilà. Et ensuite, on le met en relation avec des bureaux d'études que nous finançons d'ailleurs,
qui recrutent eux-mêmes des jeunes formés par des équipes que nous finançons aussi, et nous disons à ces écoles, faites beaucoup plus de masters, on manque de jeunes dans les filières de la transition, les bureaux d'études n'arrivent pas à les recruter. Donc c'est holistique tout ça. Hein. Et voilà, donc on essaie d'avoir une action aussi 360 degrés que possible, mais je parle vite parce que on fait ça dans l'urgence. Il faut aller très très vite, hein. Et évidemment, en commençant par un certain nombre de secteurs qui sont les plus attaqués, les plus atteints. Hein. Je pense en particulier au secteur automobile. Hein. Antoine, comment tu vois le rôle de la planification écologique pour justement éviter cette transition désordonnée pour les entreprises? Et par exemple, est-ce qu'il y a des secteurs... Donc Nicolas parlait de l'automobile. Est-ce que tu vois des secteurs dans lesquels il y a ce risque de transition désordonnée et où il faut qu'on soit particulièrement proactif? Alors, je ne sais pas si c'est transition désordonnée le bon terme. Ce qui est sûr, c'est que je te rejoins totalement sur le fait que ça s'emballe. Ça s'emballe sur quasiment tous les sujets, en réalité. Et parce qu'il y a eu urgence à agir et que donc du coup les conséquences aussi s'emballent et on les mesure. On l'a mesuré cet été, on les mesure quand même très régulièrement. Donc le sujet, c'est vraiment c'est pas du tout est-ce qu'il faut lisser pour ralentir, c'est comment on s'organise pour du coup répondre à l'appel sur cette accélération. Donc là où je rejoins totalement Nicolas, c'est que à la fois les grands donneurs d'ordre ils sont essentiels et on voit par les approches type bilan de gaz à effet de serre jusqu'à Scope 3 comment est-ce qu'on mobilise tout l'écosystème, et il faut que notre écosystème d'entreprise, de PME, de TI réponde à cela. Donc pour le coup, je pense que la solution là, qui est proposée à la fois par BPI en lien avec l'ADEME, avec d'autres acteurs, elle est absolument essentielle pour pouvoir faire cet accompagnement. Et là je pense qu'il faut aussi qu'on se dise qu'on a pour l'instant pas encore totalement tous les outils, et donc il y a besoin de beaucoup d'innovation, notamment aussi sur ce segment-là, de façon à pouvoir simplifier au maximum tout ce qui va être les analyses de bilan de gaz à effet de serre, par exemple, des entreprises. Comment est-ce qu'on en fait des objets qui ne sont pas uniquement des objets statiques, mais des objets qui vivent dans le temps avec du reporting de la mesure. Je sais qu'il y a des boîtes du type, alors je pense à Sweep, mais il y en a plein d'autres qui du coup développent des écosystèmes de mesure pour pouvoir piloter cela et pouvoir mobiliser après tous les rangs de niveau 1, niveau 2 qui sont derrière d'entreprise. Donc là, on est effectivement dans le très concret et le absolument nécessaire de façon à emmener tout le monde dans cette transition. Et c'est vrai pour l'automobile, c'est vrai aussi en matière d'agriculture, c'est vrai aussi en matière de logement, où on voit que là, sur le sujet de la rénovation, on n'est pas à la maille en termes d'ampleur, et donc là, il faut arriver à craquer le sujet, entre guillemets. Et donc, quasiment tous les secteurs, en réalité, on est sur des changements qui sont extrêmement radicaux, extrêmement forts. Alors, la façon dont on veut essayer de l'attraper... de façon un peu humble, parce que c'est pas le SGPE tout seul avec ses 15 personnes qui va pouvoir craquer tout ça. Mais si je prends un exemple, du coup, pour essayer d'illustrer la mobilisation générale qu'on essaye de créer. L'exemple, c'est celui de la logistique urbaine, sur lequel, quand on regarde un peu les chiffres, vous les connaissez très bien aussi, on a quasiment le quart des émissions du transport qui sont liées à la logistique urbaine. Et on voit que sur ces secteurs-là, notamment dans les métropoles, on a coup de chance ou pas, en tout cas, on a la capacité et les solutions qui existent pour convertir ce qui va être des véhicules utilitaires légers, des petites camionnettes, etc., ou des plus gros, à l'électrique. Et coup de bol, c'est plus facile de faire du rétrofit que pour les véhicules légers, parce que du coup, il y a aussi plus de place, etc. Il y a des filières qui commencent à monter. Donc là, on voit qu'on a les ingrédients, je dis ça de façon extrêmement simpliste et un peu caricaturale, mais pour vous donner la notion, on a les ingrédients pour pouvoir avoir une transition rapide sur la logistique urbaine, à l'échelle, alors moi je mesure à l'échelle du quinquennat, mais après on peut aller regarder plus loin, bien sûr, 2030-2050, de façon à pouvoir avoir des résultats importants en matière de baisse réelle des émissions. Et pour y arriver, il faut mettre autour de la table les constructeurs, parce qu'il faut accélérer les capacités de rétrofit. Il faut mettre sur la table aussi tout l'écosystème des petits acteurs de la maintenance, de l'entretien automobile. Et donc, comment est-ce qu'on les outille de façon à ce qu'ils puissent avoir ces compétences nouvelles liées par exemple à l'électrique en l'occurrence. Mobiliser les collectivités parce qu'on a des sujets d'implantation de bornes de recharge rapide sur le territoire, etc., etc. Donc, on voit qu'on a besoin, sur un sujet donné, et je pense que c'est comme ça qu'on veut les prendre, sur un cas pratique très concret, de mettre tout le monde autour de la table et donc du coup de combiner à la fois l'existant, un peu d'innovation et surtout passer à l'échelle assez rapidement de façon à à tirer dans le même sens finalement et avoir des résultats mesurables à l'échelle 2 ans, 5 ans et puis après faire ça secteur par secteur finalement. Donc voilà un exemple et il y en a honnêtement 1000 autres. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des exemples de start-up que vous trouvez particulièrement inspirantes? Moi, je partage les miennes, mais
sur le sujet, parce qu'on a beaucoup parlé du climat, mais il y a bien sûr les enjeux de biodiversité et notamment de lutte contre l'artificialisation des sols. Un des enjeux pour lutter contre cette artificialisation qui est souvent liée à l'étalement urbain, ça va être de surélever les villes. On travaille avec une start-up UpFactor qui propose une solution qui détecte à grande échelle les potentiels de surélévation des bâtiments dans les villes. Tu parlais des transports. Dans la feuille de route de décarbonation de l'automobile, on a des startups comme Klaxit ou Gican qui proposent des solutions innovantes pour développer le covoiturage en entreprise. Est-ce que vous avez identifié des startups que vous trouvez particulièrement innovantes et que vous souhaiteriez mettre en lumière pour accélérer cette transition des entreprises? Ça, c'est toujours pareil. C'est comme quand on décide d'aller au resto et on se demande dans quel resto on va aller en se souvenant du fichier infini de bons restos. Donc moi, j'ai un fichier infini de start-up. Donc je vais vous dire, ce matin, j'ai eu un comité d'investissement. Donc ce qui émerge du fichier infini, c'est ce que j'ai vu ce matin. Très belle start-up dans laquelle nous allons réinvestir, qui s'appelle Virtuo, qui est une start-up qui fait de la location de voitures en milieu urbain, évidemment, hein, et donc qui amène la voiture en bas du bâtiment. Évidemment des voitures qui seront des voitures de plus en plus décarbonées, etc. Donc en circulaire, et c'est tout à fait remarquable, avec une application qui marche très très bien. C'est ce que j'ai vu ce matin et qui était tout à fait convaincant, hein. Sinon, on héberge là sur notre stand une start-up qui produit un filtre pour trier le lithium. Voilà. À base elle-même de cristaux de lithium. Donc c'est une techno, je ne suis pas chimiste, mais et donc qui est tout à fait prometteuse, hein, puisque un peu comme des chercheurs d'or qui ont leur chinois là, pour trier la pépite, il y a des filtres pour trier le lithium. Voilà. Donc on finance aussi ce genre d'entreprise. Mais on en finance énormément, hein. Je pense qu'aujourd'hui on doit avoir dans le fichier de BPI France probablement 1000 Green Tech financés au moins. Antoine, est-ce que toi, tu as identifié tu parlais tout à l'heure de... Je parlais de Sweep tout à l'heure, du coup, et je pense qu'elles vont jouer un rôle, enfin ce type de start-up joue un rôle absolument essentiel dans la façon dont on va... citer Greenly aussi, parce que je sais que BPI travaille avec Greenly pour justement faciliter pour ses clients le fait d'établir des bilans carbone de manière automatique. C'est avec comment on connecte les données existantes pour pouvoir faire ce pilotage. Donc là, c'est typiquement un bon exemple. Après, si je change un peu de secteur et pas uniquement les émissions de gaz à effet de serre, tu m'y as invité, Diane. Alors, du coup, je vais donner le thème parce que je suis foutu de retrouver le nom de la start-up. Mais il y a un sujet absolument essentiel pour moi qui est la qualité des sols. Et donc, il y a différentes start-up qui travaillent sur ce sujet-là pour pouvoir faire des mesures, parce que presque plus que l'artificialisation, je vais mettre un ordre de priorité, ce qui finalement a un impact absolument majeur sur notre biodiversité, sur plein de choses, c'est la dégradation de nos sols, et pas uniquement de nos sols agricoles d'ailleurs. Et on a beaucoup de mal jusqu'à présent à avoir des métriques assez stables, c'est-à-dire qu'on arrive à reproduire dans le temps des mesures de qualité de sol. Et donc je trouve que donc il y a des boîtes qui font des choses géniales là-dedans, de l'ADN des sols, de mesures aussi de qualité à la fois organique et puis chimique des différents sols. Et pourquoi je pense que c'est très important, c'est que typiquement, ça pourrait ouvrir la porte, arriver à faire cela, non seulement à de la mesure d'évolution, mais ça, à la rigueur, c'est un sujet important, mais c'est pas l'essentiel, de passer dans une logique, notamment dans le monde agricole, d'une logique d'encadrement de moyens à du résultat. C'est-à-dire qu'au lieu que la politique agricole commune fasse plusieurs milliers de pages et que ça soit extrêmement prescriptif et extrêmement difficile de faire évoluer les pratiques, quelque part d'ouvrir un peu plus les choses en disant on mesure au début, à l'arrivée de l'exploitation, du coup, quelle est la qualité actuelle des sols, et on allège énormément de choses en termes d'encadrement de moyens à partir du moment où il y a du résultat en matière d'amélioration, par exemple, de la qualité des sols. C'est une idée, honnêtement, encore une fois, c'est très simpliste tel que je le présente ici, mais c'est un champ qui me semble être super intéressant. Et là, on a beaucoup à faire sur la qualité des sols, parce que c'est un sujet qu'on regarde relativement peu, il faut le dire, jusqu'à présent. Autre sujet, Antoine, tu as parlé tout à l'heure de transition écologique dans les territoires. C'est aussi un sujet qui est cher à BPI. Comment on fait pour que cette innovation, elle ne soit pas faite que en Ile-de-France,
mais elles soient faites aussi partout en France. Alors, on est totalement décentralisé, nous. Hein. Encore une fois, on a 50 agences qui couvrent le territoire, y compris dans des villes qui sont des villes de taille moyenne. Hein. On a une agence à La Roche-sur-Yon, par exemple, on est à Bourg-en-Bresse, à Troyes-en-Champagne, à Avignon. Bon. Donc l'idée, c'est que un entrepreneur ne doit pas avoir besoin de monter à la grande métropole pour pouvoir être entendu. Et dans toutes nos agences, il y a des chargés d'affaires innovation qui sont là à l'écoute de l'entrepreneur, non pas tellement pour pousser des dispositifs, hein, mais pour avoir un dialogue business, checker un peu la qualité du projet et puis ensuite financer avec des décisions qui sont prises en local. Hein. Typiquement, les aides à l'innovation, les décisions sont entièrement prises dans l'agence régionale de BPI France. Les Green Tech, elles viennent des centres scientifiques, académiques et universitaires qui sont massivement en province. Hein. Massivement. Donc on a tout un deal flow de Green Tech qui viennent de l'université Louis Pasteur de Strasbourg, des universités de Lyon, de Montpellier, de Toulouse, de partout. Hein. Donc ça, j'ai absolument aucun sujet de nature territoriale, j'ai envie de dire. Hein. Je vois d'ailleurs la question, c'est presque la première fois que on la pose et que je me la pose grâce à toi. J'ai pas du tout l'impression qu'on ait une forte concentration. Peut-être à la différence même d'ailleurs de ce qu'on a pu vivre dans les débuts de la French Tech. Hein, il a fallu créer des missions French Tech en région pour que ça infuse. Là, c'est natif puisque ça vient des universités. Antoine, donc un des enjeux, c'est vraiment de territorialiser cette planification écologique. Comment tu comptes t'y prendre ? Encore une fois, c'est un effort très collectif. Hein. Si je reprends mon exemple des véhicules utilitaires légers, la logistique urbaine, là, typiquement, on voit que les métropoles sont au cœur de la démarche pour pouvoir initier, structurer. Et ça, cette question-là, on l'a sur quasiment tous les sujets. Sur l'artificialisation qu'on évoquait, il y a un enjeu énorme en termes d'urbanisme, parce que c'est les collectivités qui sont à la main sur les documents d'urbanisme et de planification territoriale. Si je regarde le sujet de la voiture, on parlait des bandes publiques tout à l'heure, là, il y a un rôle essentiel. Si on parle de la rénovation énergétique, pareil, les collectivités, à la fois en matière de points d'entrée d'un certain nombre de guichets, et puis pour elles-mêmes, enfin, il y a beaucoup de bâtiments publics qui sont concernés. Donc on voit que le sujet de l'acteur territorial, il est absolument essentiel, et c'est pas du tout depuis Paris d'ailleurs qu'on va aller du coup dire ce qu'il faut faire à chacun. Le but, c'est plutôt d'outiller et d'accompagner. Je pense que donner le sens, la direction, et qu'il soit clair où on veut être sur tel sujet en 2030, en 2050, est essentiel pour qu'on tire tous dans le même sens. Et après, c'est un énorme sujet d'outillage et d'accompagnement. Et là-dessus, je voudrais souligner que un de mes sujets, c'est d'arriver à vraiment décentraliser beaucoup plus la façon dont se fait cette transition écologique. Et ça suppose aussi, si je reprends l'exemple de l'artificialisation que tu connais par ailleurs très bien, on a un sujet où il faut arriver à articuler les différentes échelles géographiques. C'est une chose de dire, je veux diviser par 2 le rythme d'artificialisation en France d'ici 2030. Concrètement, comment est-ce que ça va jusqu'au PLU de la commune ? Alors il y a la vision il y a un préfet omniscient qui va aller décliner et répartir l'effort entre chaque collectivité, entre chaque commune. Et là, on en voit toutes les limites quand je l'exprime comme ça. Et puis il y a après cette collaboration qui doit se nouer entre le niveau régional qui va faire de la péréquation entre un centre urbain très dynamique et puis une zone sur laquelle il y a d'autres enjeux. Après, au niveau du bassin de vie, comment on répartit. Et donc pour l'instant, cette bonne articulation entre les niveaux géographiques, elle existe quasiment pas dans les faits. Et donc il y a un enjeu majeur alors là, d'innovation organisationnelle quelque part pour arriver à rendre cela beaucoup plus opérant. J'ai pas la solution aujourd'hui très clairement. On voit que sur l'artificialisation, ça suscite beaucoup plus de craintes pour l'instant que n'importe de solutions. Mais ça, ce sujet-là, on va l'avoir on l'a dans les énergies renouvelables, on l'a dans 1000 sujets. Et c'est vraiment un enjeu très fort là des prochains mois d'arriver du coup à ce que ça soit pas in fine l'État qui est à décrire le moindre détail de ce qui se passe dans chacune des communes, parce qu'au juste on n'y arrivera pas. Ça, si je puis me permettre, c'est un point qui me paraît tout à fait fondamental, où en langage vernaculaire on va dire qu'on n'est pas rendu. Hein. Je vais vous donner un exemple qui est précisément la mobilité. Vous avez quantité de maires qui ont décrété des ZFE. Les ZFE vont conduire à évidemment privilégier du véhicule électrique, ce qui est très bien. Sauf que le véhicule électrique de la classe moyenne, aujourd'hui disponible en Europe, il n'est que chinois. Il n'y a pas de véhicule électrique de constructeur européen abordable à 22, 23, 25 000 euros. Il n'y en a pas. Il n'est que chinois parce que l'industrie du véhicule électrique chinoise, elle est très largement subventionnée.
et que par ailleurs ils ont pris un temps d'avance subventionné sur l'industrie des batteries, et donc ils ont une part de marché juste écrasante, avec des effets d'économie d'échelle, mais quand même énormément d'argent public chinois. Hein. Et donc la conséquence naturelle des ZFE, c'est que on va avoir, dans l'année qui vient, vous allez voir, une très forte pénétration des nouvelles marques chinoises, qui sont aujourd'hui d'ailleurs dominantes au salon de l'auto, cette semaine, hein, de manière extraordinairement impressionnante. Donc la question maintenant c'est, est-ce qu'on se protège ? C'est-à-dire, est-ce qu'on revient à un tarif aux frontières de l'Europe, de manière à ce qu'il puisse y avoir équité, hein. Si on met un tarif, évidemment, parce qu'on ne sait pas produire aujourd'hui un véhicule électrique à 25 000 euros en Europe, ni même d'ailleurs au Maroc, aujourd'hui. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Ça, c'est le type de sujet qui sont la conséquence d'injonctions contradictoires auxquelles on est confronté à peu près quotidiennement dans nos métiers, dans tous nos métiers. Hein. Je prends un autre exemple qui est la relocalisation. La relocalisation, elle est bonne, écologiquement parlant. J'ai vu la semaine dernière, il y a 15 jours maintenant, 2 projets formidables qu'on va financer, qu'on finance. Un, pour faire une usine de couches pour bébés dans le nord de la France, alors qu'on importe 98% des couches françaises aujourd'hui. Hein. Et le deuxième projet, c'est un projet d'usine qui va fabriquer des perfuseurs pour les hôpitaux au Havre, alors qu'on importe 98% de nos perfuseurs de Chine. Donc c'est formidable, mais il faut du foncier. C'est toujours pareil. Et donc, s'il n'y a pas de foncier, il n'y a pas de reloc. Donc, s'il n'y a pas de foncier, on continuera d'utiliser des containers départ Shanghai. Voilà. Donc, c'est ces questions-là qu'il faut qu'on arrive à verbaliser d'abord pour pouvoir ensuite les traiter. Et qui sont très, très complexes parce que les gouvernances sont différentes. Elles ne sont pas emboîtées. Hein, et donc, ça va être un peu chaotique inévitablement. C'est ce que je pense. Antoine, je sais que c'est des sujets qui te tiennent à cœur. Comment justement on essaye d'intégrer dans le cadre de la planification écologique ces injonctions parfois contradictoires et voilà, vraiment s'appuyer sur le fait que le SGPE est auprès de la Première ministre pour s'assurer que toutes ces politiques soient pas prises en silo, mais soient vraiment intégrées. Non, mais tu l'as dit, Yann, donc du coup le fait générateur de ce secrétaire général, c'est effectivement d'essayer d'être positionné auprès de la Première ministre pour l'accompagner dans le désilotage. Donc ça, il y a mille et un sujets comme ceux qu'évoque Nicolas, notamment sur le sujet de emprise foncière versus relocalisation, sur lesquels il faut justement avoir du bon sens finalement, puisqu'on voit que l'empreinte carbone, si je reviens aux fondamentaux, elle va être plutôt meilleure si je relocalise en plus des emplois créés, etc. Et donc il y a un vrai enjeu environnemental dans un certain nombre de cas, pas partout, ça se regarde après au cas par cas pour pouvoir le faire. Et donc, il faut pouvoir libérer du foncier. Et là-dessus, le positionnement, effectivement, auprès de la Première ministre, doit pouvoir aider pour essayer de débloquer cette situation-là. Alors après, il y a mille et un sujets, donc on va essayer de ne pas se noyer dans l'ampleur de tous ces sujets-là. Et si je reviens par contre un instant sur les sujets de voitures qui me semblent être absolument cruciaux, comme évoqué au début, là, on a clairement ce qui est pointé là, c'est non seulement le risque du coup de se faire entre guillemets envahir par les voitures chinoises, mais aussi l'absolue nécessité de développer en France aussi des modèles d'entrée de gamme qui soient électriques, chose qui pour le coup a moins été fait au cours des dernières années et qui mériterait d'être boostée. Et puis je complète aussi, notamment parce que les zones à faible émission qu'évoquait Nicolas, elles vont conduire, et ça c'est une autre dimension importante, à ce qui est un certain nombre de ménages qui ont plus de difficultés que les autres. Et là, la dimension de transition juste, elle est absolument indispensable dans ce qu'on veut mettre en place. Et donc, c'est quels sont tous les dispositifs d'accompagnement. Et là, pour le coup, il y a, je pense, énormément d'innovations à avoir sur le marché du véhicule d'occasion, notamment pour pouvoir développer un certain nombre alors, est-ce que c'est du leasing, est-ce que c'est autre chose, qui vont permettre, du coup, à des ménages qui, pour l'instant, payent des factures d'essence monstrueuses et dans des voitures qui sont globalement de 10 ans ou de 12 ans d'âge au bas mot, comment est-ce qu'on leur donne accès à des voitures peut-être beaucoup plus chères à l'achat initialement, mais en coût complet, qui vont être très compétitives parce que consomment moins in fine, et qui vont permettre de rouler dans les métropoles concernées par les ZFE. Ça, c'est des sujets extrêmement concrets qui vont concerner des centaines de milliers de personnes assez rapidement dans les premières métropoles, et puis ça va s'étendre progressivement, et sur lesquels on a un besoin massif, que tout le monde se retourne les manches et puis propose des solutions. Je suis sûr qu'il y a des solutions qui existent, mais il va falloir qu'on les construise collectivement, et là aussi, on n'est pas rendu. Je me suis permis d'ailleurs sur ce sujet de la mobilité de
dire en haut lieu, là, cette semaine, que BPI, on finance massivement l'innovation Green Tech, et je suis surpris par le nombre finalement relativement limité par rapport à l'enjeu de start-up qui travaillent sur les carburants alternatifs, e-fuel, biofuel, etc. Parce que en Europe, vous avez de mémoire quelque chose comme 270 millions de véhicules. Et vous avez un marché de véhicules neufs annuel de 15 millions. Donc vous voyez le nombre d'années qu'il va falloir pour remplacer le parc. Donc pour ce qui est de la transition et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut absolument traiter le sujet du parc. Or le rétrofit d'un parc thermique en électrique, il n'est pas possible. Il est beaucoup, beaucoup trop coûteux, et il pose des problèmes de sécurité énormes, etc. Donc la solution pour le parc, c'est objectivement les fuels. Les e-fuels, les biofuels, bref. Éthanol, avancé, enfin j'en sais rien, c'est pas ma profession, mais il n'y aura pas tellement d'autres solutions. Et là, je vois pas assez, honnêtement, je le dis, je vois pas assez de recherche sur le sujet. Hein, ça fait partie, là aussi, des petites contradictions du moment. Donc moi, ce que je pense, pour revenir à la question de la planification qui fait l'objet de notre débat, c'est que on a absolument besoin d'avoir un lieu, et il est là, où on va créer du consensus sur les contradictions dans lesquelles on est tombé. Il faut déjà qu'on soit d'accord sur le fait qu'on est sur des contradictions qu'il va falloir traiter. Et quand on aura la liste, là, voilà, le bouquin des contradictions à traiter, on aura déjà fait un grand progrès. Parce qu'aujourd'hui, même pour arriver à la verbalisation des contradictions, c'est désordonné. Tout d'un coup, il y en a quelqu'un qui dit « Je me suis aperçu que, étiez-vous conscient que ?» Ah, puis alors la lumière se fait, puis tout le monde dit « Mais purée, mais il a raison !» Et je pense que maintenant, on est suffisamment mûr sur beaucoup de sujets pour établir le fait qu'il y a des contradictions. Et qu'il va falloir les traiter. Mais les traiter sérieusement, parce que si on ne les traite pas, il va y avoir des conséquences en emploi, et par conséquent des conséquences politiques, hein, importantes. On a déjà vécu ça. Avec les bonnets rouges, avec les gilets jaunes. Hein, c'était des contradictions qui n'avaient pas été verbalisées. On arrive au terme de ce dialogue croisé. Antoine, est-ce que tu souhaites quelques mots pour conclure ? Moi, je terminerai par là où j'ai commencé, c'est-à-dire l'appel à la mobilisation. Je suis vraiment totalement convaincu qu'il faut qu'on structure cette action collective par sujet les plus concrets possibles, dans un objectif de résultat, qu'on les décline territoire par territoire, et ça passe à chaque fois par un tour de table assez large, en fait, sur lequel l'ensemble des entreprises ont toute leur place, où on a besoin d'innovation, on a besoin de massifier, on a besoin de passer à l'échelle, et c'est globalement ensemble qu'on y arrivera. Et c'est clairement pas l'État tout seul, ni les entreprises toutes seules, ni les ménages tout seuls qui font ça. Et donc cette mobilisation, nous, quelque part, on a l'offre de service d'essayer de donner le cadre de cette coordination, mais la réussite, elle viendra de nous tous collectivement, et c'était ça pour moi le plus important. Un très grand merci à tous les deux. Je crois que c'était une des premières fois que vous vous rencontriez, donc on est ravis que ça puisse être ici, et on voit que vous avez tous les deux un rôle absolument crucial à jouer pour la réussite de cette planification écologique. Donc un très grand merci à tous les deux. Merci.